Bonjour, je m'appelle Catherine Laprise, directrice scientifique du Centre intersectoriel en santé durable, le CISD. Bienvenue aux grandes conférences. Aujourd'hui, le professeur Simon Girard parlera de l'épilepsie, une histoire de famille. Ces recherches vous intéresseront certainement. Bonne écoute! Bienvenue à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est vraiment, je suis très emballé de faire cette conférence-là, qui est une conférence qui est en partenariat avec une association de patients, une association de gens qui a à cœur aussi la sensibilisation de l'épilepsie, mais qui nous ramène des fois, nous les chercheurs, un peu sur Terre en disant « Ouais, les chercheurs, ce que vous faites, on aimerait ça comprendre. » Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour discuter, dialoguer de ce que nous, on fait de notre côté en recherche, mais pour voir un peu, on s'en va où avec ça, puis en bon québécois, qu'est-ce que ça donne. J'aime toujours commencer avec une photo de famille. On parle de famille. C'est l'équipe de recherche qui travaille avec moi, le laboratoire Génopop. Moi, je suis spécialiste pour me mettre en avant puis avoir l'air bien intelligent. Mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est des gens derrière qui travaillent très fort. On va reconnaître aujourd'hui le travail de deux de ces étudiants-là. Mais ça me fait toujours plaisir d'être accompagné de ce laboratoire-là, qui est un laboratoire de gens stimulants. Je suis sûr que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez qu'on fasse ce matin. On va faire un peu d'histoire. Et là, je ne parle même pas de l'histoire de la maladie, je parle de l'histoire du Québec. Pour qu'on soit tous à la même place, puis qu'on se rappelle tous des événements qui ont marqué la Fondation du Québec, puis vous allez voir pourquoi, puis où je m'en vais avec ça. Donc, on se rappelle le Québec, ou on se rappelle où on l'apprend. Le Québec a été fondé au début du 17e siècle par les Français qui sont débarqués ici et qui ont décidé de coloniser le territoire. Il y avait évidemment déjà des gens sur le territoire. J'embarque pas dans tout le discours du colonialisme, mais il y avait déjà des habitants sur le territoire, puis on les a un petit peu tassés. Bref, les gens s'installent à partir de 1608. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est que les premières années de colonisation, c'est pas un grand succès. Alors les gens s'installent, ils viennent surtout exploiter les ressources et ils repartent par après. Donc entre 1608 et 1660, oui, il y a de la colonisation européenne sur le territoire, mais c'est de la colonisation d'occupation, d'exploitation. Il n'y a pas encore de population qui s'installe à proprement parler. Ça va commencer autour de 1660, le peuplement au niveau du Québec, notamment par l'établissement de régiments de soldats et aussi les fameuses filles du roi qui vont être recrutées, fortement incitées à embarquer sur le bateau pour venir fonder une famille en Nouvelle-France. À partir de 1660, on commence à faire des peuplements, des villages. Puis on commence aussi à s'étendre sur le territoire. On va quitter les grandes zones de colonisation qui, à l'époque, étaient Québec, Trois-Rivières, Montréal, un petit peu Tadoussac. Puis là, on va aller fonder des petits villages. On va exploiter le territoire de manière plus pérenne. On va commencer à faire de l'agriculture. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les premières structures urbaines, les villages, que nous, on va étudier beaucoup. En parallèle avec ça, on a aussi la fondation de l'Acadie qui se passe dans les mêmes années, un petit peu avant, en parallèle. Je pense que l'Acadie, il y aura un moins bon happy ending. Vous savez tous qu'il y aura eu une déportation, tout ça. C'est aussi, nous, des populations qu'on étudie dans le laboratoire. Et il se passe quelque chose de très marquant au milieu du 18e siècle, c'est la conquête britannique. Puis là, on ne parle pas de ça pour rentrer dans les ramifications politiques, mais il faut comprendre qu'à partir de cette année-là, il commence à se passer quelque chose de majeur sur le point de vue du peuple québécois. Il n'y a plus de migration française. Donc, comme on passe d'un territoire relié à la couronne française à un territoire qui va être relié à la couronne britannique, bien, on commence à avoir des migrations qui vont être de langue anglaise. Beaucoup, évidemment, de gens de la Grande-Bretagne, beaucoup d'Irlandais, beaucoup d'Écossais. Et donc, ça veut dire que l'apport migratoire français, il est à toute fin pratique terminé.
Par contre, il y a quand même une population importante qui continue à utiliser le français. D'ailleurs, c'est la langue que j'utilise pour m'adresser à vous aujourd'hui. Ça veut dire que le français n'est pas disparu, l'apport français n'est pas disparu, mais la migration, elle stoppe. Et pour nous, c'est un événement qui est très, très important pour l'étude des populations, c'est de comprendre un peu ces migrations-là qui ont façonné le peuple québécois. Et particulièrement, nous, des événements qui nous intéressent à proprement parler, c'est les colonisations. Comment on a occupé le territoire? Puis là, ici, je vous donne 2 exemples, mais il faut comprendre que ces exemples-là sont valables pour tout le territoire. Donc, par exemple, on colonise la petite région de Charlevoix très, très tôt dans l'histoire. Donc, dès la moitié du 17e siècle, on va commencer à avoir des villages qui vont se faire dans le coin de Sainte-Anne-de-Beaupré, tranquillement en remontant vers Baie-Saint-Paul, puis par la suite en montant un peu plus dans les montagnes vers Saint-Urbain, Clermont et tout ça. Donc ça, c'est une vague de colonisation qui se fait très, très tôt. Si vous êtes déjà allé à Charlevoix, bien, Charlevoix, c'est une espèce de cratère. Littéralement, là, il y a un météorite qui a frappé cette région-là il y a 1 milliard d'années. Mais c'est une région qui est géographiquement isolée. Et donc, à un moment donné, ben, tu n'as plus de terre agricole, tu n'as plus de place pour faire la croissance urbaine. Alors, c'est à ce moment-là, au début du 19e siècle, qu'ils ont décidé d'ouvrir les terres du Saguenay pour la colonisation. Donc, les terres du Saguenay demeurent un endroit où il n'y a pas de colonisation européenne avant le 19e siècle. Ça veut dire que ça commence aux alentours des années 1830, mais excusez-moi l'expression, ça commence en fou, dans le sens que c'est une expansion démographique comme on a rarement vu dans l'histoire de l'humanité. Donc, on passe d'une région où il y a 2000 à 3000 personnes en 1840, et on va être 100 ans plus tard et on est rendu avec une population de 150 000 personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle une expansion démographique. Et vous le savez, vous en faites peut-être même partie, on a des très, très grandes familles, des couples qui ont 16, 17, 18, 19 enfants. On en a même vu à 22, 23. Donc, ça fait un grand peuplement et une expansion démographique qui va très rapidement. Puis, il y a quelques particularités à cette population-là. Notamment, c'est une population qui est à confession majoritairement catholique. Puis là, je ne suis pas en train de vouloir vous parler de religion, rassurez-vous. Pourquoi je vous dis qu'on est catholique? Parce que les prêtres catholiques, quand ils vont consigner des actes de mariage, des actes de baptême, des actes de décès, ils sont très, très détaillés. Au lieu de marquer juste, ben, Madame un tel a marié Monsieur un tel à telle date, dans un acte catholique, on va dire, en ce jour du mois de mai, nous unissons, puis ça c'est tout écrit à la main, Monsieur Machin, fils de Madame Machin, né à tel endroit, et fils de... Et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est très, très détaillé. Et pour nous, c'est devenu une richesse, ces actes-là. Puis on va y revenir, mais gardez ça en tête. Ça vient des paroisses catholiques. Une paroisse protestante va avoir les mêmes registres, mais qui sont beaucoup moins détaillés, avec beaucoup moins d'informations. On a aussi un Québec qui, bien qu'on n'en entend pas parler beaucoup, qui est un Québec qui est majoritairement rural aux époques, disons, avant les années 60. C'est un Québec qui s'est étendu vers les régions. Puis tranquillement, il y aura des mouvements migratoires vers les régions, des régions vers les grands centres. Mais l'histoire du Québec se fait en partie dans les régions, en partie dans la campagne, et surtout via les grandes familles que je vous décrivais tout à l'heure. J'en profite pour vous parler du projet Balzac, parce que le projet Balzac, c'est un projet qu'on a à l'UQAC. Ça fait 50 ans que ce projet-là existe. Je vous mets au défi de trouver un projet de recherche qui existe depuis plus de 50 ans dans une autre université au Québec. Je ne suis pas sûr que vous allez réussir. Alors, c'est un projet qui roule depuis très, très longtemps. Ça a été démarré par le sociologue Gérard Bouchard, qui est encore actif à l'UQAC d'ailleurs. Je suis sûr que vous avez peut-être eu l'occasion de lire ses chroniques dans Le Devoir. Donc, M. Bouchard est encore très actif académiquement. Il n'est plus le directeur de Balzac, par contre. C'est la direction de Balzac, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est occupée par Hélène Vézina. Moi, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler avec M. Bouchard. Par contre, je travaille avec Hélène à tous les jours. C'est une de mes plus proches collaboratrices qui est en sciences humaines. Alors, c'est pas vrai que les scientifiques, on est cloisonnés. Moi, je suis en génomique, en biologie, puis je travaille avec une personne qui est en sciences humaines, en démographie historique. On a beaucoup, beaucoup de projets ensemble, Hélène et moi, et on a beaucoup, beaucoup travaillé
au niveau de la caractérisation de notre population. Puis, je vous parlais tout à l'heure des actes catholiques. Ça ressemble à ça, un acte catholique. Donc, c'est littéralement une page dans un registre paroissial. Et peut-être que vous n'êtes pas capable de lire. Moi non plus, je ne suis pas capable de lire. On a par contre des gens, nous, au Projet Balzac, qui sont des experts pour reconnaître les textes anciens, reconnaître l'écriture ancienne. Et ces gens-là, ils sont capables de lire ça. Et quand je vous parlais tout à l'heure des informations qu'on a dans les actes, c'est tout ça ici. Alors, on a les informations sur les époux, sur les parents, sur le lieu de naissance. Si les parents sont décédés, on a même l'année. Et donc, bref, avec ces informations-là, le projet Balzac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit l'arbre généalogique du Québec au complet, entre 1660 et 1960. Donc, si vous avez un individu qui a vécu sur le territoire québécois dans ces 300 ans-là, il y a 99 % des chances que vous le retrouviez dans le fichier de population Balzac et qu'il soit lié à la bonne place. Donc, quand on parle de famille, quand on parle de grande famille, nous, ça, c'est notre terrain de jeu. C'est avec ça qu'on travaille. On travaille avec la structure de la population québécoise. Ça peut avoir l'air anodin. Sur la planète Terre, on parle bien de celle-là, il y a 3 populations qui sont aussi bien caractérisées que la population québécoise. Il y a la population islandaise, qui est une population qui est plus petite, donc sur l'île de l'Islande, mais qui est très, très bien caractérisée sur plusieurs siècles. Il y a la population de Utah aux États-Unis, qui est très, très bien caractérisée. Et il y a la population québécoise. Ce sont les 3 populations les mieux caractérisées d'un point de vue démographique. Puis nous, on a ça à l'UQAC, alors on serait bête de ne pas s'en servir. On a décidé d'axer nos recherches sur ces fichiers de population-là que nous avons. J'utilise mes grands talents de dessinateur pour vous parler d'un effet fondateur. Parce que nous, c'est ça qu'on étudie. Et vous allez voir que je vous parle d'un effet fondateur parce que nous, on étudie ça dans le contexte des patients qui ont l'épilepsie. Donc, l'effet fondateur, c'est quoi? C'est des gens qui vivent dans un territoire. Et ces gens-là, pour une raison X, Y, Z, vont être amenés à se déplacer. Dans le cas de la colonisation européenne, c'est des gens qui vivaient en France, qui ont embarqué sur le bateau et qui sont venus s'établir sur les terres de Nouvelle-France. Donc, on a une population de base que vous voyez ici, et puis on a une population de migration. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la population, donc les gens qui vont être sélectionnés pour aller sur le bateau, ce n'est pas un processus aléatoire. C'est un processus qui va être gouverné par plein de processus sociaux et démographiques, mais la population qu'on a au final ne représente pas la population qu'on avait à l'origine. Donc, vous avez sûrement entendu parler des maladies rares qu'on a, nous, dans la région du Saguenay. Mais ces maladies-là sont des effets directs de l'effet fondateur québécois. Ça veut dire que sur le bateau, à un moment donné, il a embarqué quelqu'un qui avait une maladie rare. Puis cette personne-là, malgré sa maladie rare, elle a eu des enfants qui ont eu des enfants. Puis ça a permis à cette maladie-là, non seulement de perdurer, mais de devenir plus prévalente que dans la population d'origine qu'en France. Et donc, c'est ça l'effet fondateur. Et c'est ça que nous, on étudie dans le labo, c'est de dire finalement, est-ce qu'on pourrait trouver certaines familles qui ont l'épilepsie, qui sont plus prévalentes, certaines formes d'épilepsie qui seraient plus prévalentes sur le territoire que dans d'autres régions sur la planète. L'étude des populations fondateurs, ce n'est pas propre à la population québécoise. C'est sûr qu'on le fait beaucoup avec la population québécoise. Il y a plusieurs autres populations dans le monde qui sont étudiées pour l'effet fondateur, notamment les Juifs ashkénazes, qui sont une des populations qui ont été le plus étudiées à l'échelle globale. Les Hutérites aussi, qui sont une population qui vit aux États-Unis. C'est souvent une porte d'entrée pour mieux comprendre une maladie. On va commencer par une population qu'on connaît bien, puis après ça, on ira voir des populations qui sont plus hétérogènes. Donc, l'approche qu'on utilise, on ne l'a pas inventée, mais on a décidé, nous, de l'appliquer spécifiquement à l'épilepsie puis à la population québécoise. Et là, je vous présente ici Claudia. Puis Claudia, elle m'a dit tout à l'heure, j'aime pas ça quand tu mets ma face en front dans une présentation. Donc, j'ai mis un arbre. Elle peut pas dire qu'elle est toute seule. Claudia, elle n'est pas ici. C'est ma professionnelle de recherche. C'est la moitié de mon cerveau. C'est quelqu'un qui est très, très précieux pour moi. Alors, même si elle n'aime pas ça que je la présente comme ça, moi, je trouve que je n'ai pas le choix de le faire parce que je ne serais certainement pas ici devant vous si je n'avais pas Claudia avec moi.
mais là, au moins, j'ai mis un arbre. On va parler un peu d'épilepsie ensemble. Si ça se trouve, vous en connaissez peut-être même plus que moi. Je vais vous parler de qu'est-ce qui nous intéresse, nous, au niveau de tous ces troubles épileptiques-là. On a tendance à entendre parler de l'épilepsie. Je pense que ça, c'est une déformation professionnelle que nous, on essaie d'utiliser de moins en moins parce qu'il n'y a pas une forme d'épilepsie, il n'y a pas une maladie d'épilepsie, il y en a des centaines, voire même des milliers. Et c'est ça qui complexifie la chose, c'est qu'on les met tous dans le même panier, puis on essaie tous de les étudier comme si c'était une même maladie. Et je pense qu'il faut arrêter de faire ça. Puis d'ailleurs, ben, c'est un peu notre couleur dans notre labo à nous, c'est de dire arrêtez de regarder toutes les épilepsies ensemble, essayons de voir si on peut les regrouper d'une certaine manière. Puis vous allez voir qu'on les regroupe à l'aide de nos familles. Je présente deux de mes collaborateurs, Jacques Michaud et Patrick Cossette. Moi, je ne suis pas médecin, je ne les vois pas, les patients. J'ai besoin de gens qui font ce travail-là précieux. Donc ça, c'est les médecins qui ont recruté les patients, les participants sur qui nous, on travaille dans nos études. Ce sont des grandes... C'est une grande cohorte. Et donc, on est en présence d'une cohorte où il y a une très grande variabilité, puis il y a toutes sortes d'effets qu'on n'est pas en mesure d'étudier. On parle tout le temps des effets environnementaux. Là, ben, je pourrais vous faire des accroire qu'on est capable de bien comprendre ça, mais ce n'est pas vrai. Chaque personne a un contexte qui lui est propre, a vécu dans une famille qui lui est propre, a été éduquée d'une manière qui lui est propre. Puis ça, ben, on a du mal à l'étudier. Alors nous, on a décidé de se tourner vers la partie qui est un peu plus simple, qui est la partie génétique. Et notre projet fait partie d'un consortium qui s'appelle le Canadian Epilepsy Network, le réseau d'études sur l'épilepsie au Canada. Et on a tous les données que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent de ce réseau-là. On est quand même chanceux parce que ce sont des données qui sont uniques à l'échelle planétaire. Et depuis à peu près 5 ans, ben, c'est nous, à l'UQAC, qui sommes dépositaires de ces données-là. Nous, c'est j'appelle ça un terrain de jeu parce que c'est là-dessus que nous, on travaille. Les étudiants que vous voyez ici, ils les connaissent très, très bien, ces données-là. C'est avec ces données-là qu'ils travaillent. Et ils ont été recrutés dans 3 sites au Canada qui nous ont fourni les patients sur lesquels nous, on travaille. On travaille à la fois sur plusieurs formes d'épilepsie. Et là, je vous ai dit, il faut arrêter de les mettre dans le même panier. Puis là, ben, moi, qu'est-ce que je fais? Je les mets dans le même panier. Il faut commencer à quelque part, vous comprendrez. Alors, mais on est conscient que dans notre cohorte, on a au moins une vingtaine de diagnostics qui sont différents. Ces diagnostics-là ont été faits par ce qu'on appelle dans le milieu des épileptologues, donc des neurologues qui sont spécialisés sur l'épilepsie. Et nous on les connaît, ces diagnostics-là. Et c'est justement ce qu'on utilise, mais en deuxième plan. On utilise d'abord les familles, puis ensuite, on essaye de faire des corrélations avec les diagnostics. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de les mettre tous ensemble au début, parce que notre unité de regroupement, pour nous, c'est même pas le diagnostic. Vous allez le voir, on y va avec les familles. Et dans notre cohorte, on travaille activement sur plus de 1000 participants. On a accès à une cohorte qui va jusqu'à 2000 participants, mais ce sont des participants qui ne proviennent pas directement du Québec, mais on peut s'en servir quand même. Puis là, ben, comme je vais avoir l'air un peu smart, je ne vous parlerai pas de toutes les études qu'on a fait dans le laboratoire, mais il y a plusieurs études en cours sur l'épilepsie. Plusieurs de ces études-là sont publiées, alors si jamais ça vous intéresse, moi, je pourrais vous envoyer les articles qu'on a faits. Il y a 2 études qui sont en cours qui sont très intéressantes. Il y a un article qui regarde directement l'impact, l'effet fondateur sur la composante génétique de l'épilepsie. Ça, c'est le projet de Charles David ici. Je trouvais qu'il se vulgarisait peut-être un peu moins bien, donc c'est pour ça qu'on va passer plus de temps sur d'autres études. Et on a, nous, dans notre laboratoire, on a un médecin ukrainien qui nous a rejoint récemment, lié à tous les contextes que vous avez probablement entendus dans les médias. Et lui, il est en train d'étudier de son côté comment on peut utiliser le séquençage pour faire des diagnostics, mais comment on peut améliorer le diagnostic chez les patients d'épilepsie. Donc ça, c'est des projets, on pourra en discuter après la conférence, mais c'est des projets qui sont en cours dans le labo puis qui sont très intéressants, que j'aurais bien aimé vous parler aujourd'hui, mais des fois, il faut faire ça, faut faire des choix. Donc, je vous parle de 2 gros projets. Le premier projet qu'on a, c'est un projet, moi, qui m'excite beaucoup parce que c'est un projet qui allie plusieurs domaines différents. Puis, ce projet-là vient d'une nécessité qui est une nécessité du côté du génome. Alors, si je prends le génome de n'importe qui ici aujourd'hui, je vais trouver des mutations.
Les mutations, c'est des variations. Puis ça, des mutations, ben, d'un individu à l'autre, je vais en trouver entre 3 et 4 millions. C'est quand même beaucoup. Hein? Et dans le domaine, on se concentre d'habitude sur un type de mutation qu'on va appeler ce qui est le génome codant. Donc, on en étudie à peu près 40 000 mutations parce qu'on les connaît un peu mieux, ceux-là. Ça veut dire que les 3,4 autres millions de mutations, la majorité des groupes de recherche ne les regardent même pas. Alors, nous, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas ces mutations-là? Puis on a vite réalisé pourquoi les autres ne les regardaient pas. C'est parce que c'est compliqué, puis ça en fait beaucoup, parce que ces mutations-là ne se répètent pas nécessairement d'un individu à l'autre. Alors, bref, si on veut regarder ça, ça nous fait des bases de données de millions de mutations. Et c'est pour ça qu'on a utilisé dans le laboratoire des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT dernièrement. C'est un peu des méthodes qui ressemblent à ChatGPT, mais qui vont essayer de comprendre nos données d'une manière que nous, ben, il y a tellement de données qu'on n'est pas capable de les interpréter d'une manière d'un humain. Alors, on prend la machine qui va nous faire sortir des réseaux. Et ça, c'est le projet, justement, d'Alexandre, que lui, ça ne lui fait pas peur d'étudier des millions de mutations. Le graphique que je vous présente ici, je ne vous le présente pas parce qu'il est scientifiquement intéressant, mais je vous le présente parce qu'il y a 5 milliards de points sur ce graphique-là. Donc, c'est un graphique qui a pris, juste ce graphique-là, il a pris une semaine à se générer parce qu'on ne le voit pas, ça ne paraît pas, mais il y a 5 milliards de points sur ce graphique-là pour représenter un peu la distribution de ces mutations-là dans le génome de nos patients épileptiques. Puis, ultimement, ça, c'est les résultats. Ça ne vous dit rien. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quelque chose qui était connu dans le domaine, mais que nous, on a confirmé. Les formes généralisées d'épileptique et les formes focales d'épilepsie, deux maladies complètement différentes. Ils ne partagent à peu près aucune racine commune. Et il faut arrêter de les mettre ensemble. Ça ne représente pas la même maladie. Puis ça, nous, on l'a vu. C'était bien connu avec les mutations codantes, les 40 000 mutations que tout le monde regarde, mais nous, on l'a vu à l'échelle du génome. Ça veut dire que ça impacte grandement la manière dont on va étudier, dont on va découper ces projets-là. Et je pense que ce message-là, on ne l'entend pas encore assez dans la communauté de recherche au niveau de l'épilepsie. Le deuxième projet dont je veux vous parler, c'est mon fameux projet de famille. C'est pour ça qu'on parle de l'épilepsie qui est une histoire de famille. Puis avant de se lancer dans ce projet-là, il faut comprendre c'est quoi une famille. Vous allez me dire, une famille, c'est mes parents. Oui, mais une famille, c'est en fait tous les gens qui sont reliés ensemble. Et on a un concept très personnel de la famille. Toi, tu es dans ma famille. Toi, je ne te connais pas, tu n'es pas dans ma famille. C'est pas comme ça, nous, qu'on traite la famille dans le laboratoire Génopop. Tout le monde fait partie d'une famille, tout le monde est relié. Puis si on remonte encore plus loin, tout le monde est relié, peu importe je prends quel individu sur la planète. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, un Africain, un Asiatique, un Québécois, ils font partie d'une famille. C'est juste que ce n'est pas la même conception de la famille que nous, on a. De dire mes parents, mon frère, mon cousin. Pour définir une famille, c'est pas compliqué, on prend un individu puis on remonte. 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrières, et ainsi de suite. Le nombre d'ancêtres qu'on a double à chaque génération. Ça veut dire que ça monte vite, ce nombre-là. Si on remonte à 15 générations, nous avons 30 000 ancêtres. Et donc, ça veut dire que si on remonte à 30 générations, 30 générations, ça nous amène juste au Moyen-Âge en Europe, on a un nombre exponentiel d'ancêtres qu'on doit représenter. Comme on a la structure de la population québécoise, on les a, ces ancêtres-là, nous. On les connaît. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, le projet de Julie, elle est partie avec des familles dans lesquelles on a des membres qui ont l'épilepsie. On a reconstitué ces familles-là sur 3 générations. Donc, on est allé chercher les patients, leurs parents et leurs grands-parents. Puis, on est allé voir les gens du projet Balzac, puis on a raccroché ces familles-là dans la généalogie. Ce qui fait qu'à la fin, Julie, elle ne travaille pas sur 50 familles, 100 familles. Julie, elle travaille sur 2, 3 très, très grandes familles. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas grande équipe de recherche qui peut faire, mais nous, on peut le faire. Puis, moi, ça me rend fier de pouvoir le faire, alors je suis content de vous en parler. Donc, à la base, on avait 440 familles uniques.
il y avait beaucoup de familles pour lesquelles on n'avait pas l'information généalogique, donc on a quand même diminué ce nombre-là un peu. On est allé autour de 160 familles. Puis vous voyez, on a beaucoup de patients, donc beaucoup de familles qui ont plusieurs patients dans chaque famille. Puis on a, après ça, bien, je vous parlais tout à l'heure, la nécessité de séparer les épilepsies généralisées des épilepsies focales. Bien, vous voyez, on en a quand même plusieurs. Donc on a la répartition de nos participants. Puis on a même des familles qui ont les deux. Fait qu'aussi, on disait tout à l'heure que c'est différent, mais on a vu des familles pour lesquelles on a des épilepsies partielles, puis on a des épilepsies généralisées. Alors il va falloir qu'on les analyse différemment, ces familles-là, pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est un beau graphique. Moi, je le trouve très, très joli. C'est chaque famille qui est mise en relation avec chacune des familles. S'il n'y avait pas de lien entre chacune des familles, on verrait un gros carré blanc. Donc, on verrait la ligue du milieu, puis on verrait un gros carré blanc. Est-ce que vous voyez certains petits rectangles bleus qui commencent à sortir? Bien, tous ces rectangles bleus-là, c'est les relations qu'une famille peut avoir avec une autre des familles de notre cohorte. Ça veut dire que ces gens-là, on ne peut pas dire que c'est des familles indépendantes. Ces familles-là pourraient éventuellement être reliées. Puis c'est ça que Julie est en train de faire, en fait. Elle est en train de prendre des structures puis de voir qu'est-ce que je peux faire comme rapprochement. Puis ça nous donne des choses comme ça. Donc, ce que vous voyez en rouge, ça, ce sont des participants qui étaient dans des familles qui étaient non reliées. On ne connaissait pas les liens entre les participants. Mais en remontant sur, là, vous avez ici, disons, à peu près 8 ou 9 générations, bien, vous voyez, on les a reliés, ces patients-là. Donc, on n'est plus, plus avec 5 ou 6 familles différentes. On est en présence d'une seule famille. Et donc là, au lieu d'étudier ces patients-là au travers des autres patients, mais qu'est-ce qu'on fait? On les met ensemble, puis on regarde qu'est-ce que ces participants-là, ils ont en commun, puis qu'est-ce qui ça pourrait nous aider, nous, à mieux comprendre dans la transmission de cette maladie-là. Alors, quand je vous parlais d'un terrain de jeu, bien, c'est amusant parce que on est capable de suivre une transmission, puis ça nous aide à comprendre l'épilepsie, mais ça nous aide à mieux comprendre aussi comment une population va avoir la transmission génétique. Là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour quelqu'un qui souffre aujourd'hui d'épilepsie, qui est un patient aujourd'hui? On ne va pas révolutionner la pratique demain matin. On va être clair ensemble, mais on commence à mieux comprendre. Puis moi, je vois 3 axes où, tranquillement, on va être capable de changer un peu le cheminement d'une maladie. Pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a l'épilepsie, le diagnostic, c'est quelque chose qui est long. C'est quelque chose qui est pénible, puis c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il soit plus rapide. De dire, là, écoute, on ne sait pas ce que tu as, on va aller voir ton génome, puis avec ton génome, on va être capable de tout de suite t'aiguiller vers un diagnostic. Et ça s'en vient. Je ne dis pas dans la prochaine année, mais je suis convaincu que dans les prochains 10 ans, en épilepsie, la génétique va nous permettre de faire probablement un diagnostic en 30% du temps qu'on a actuellement. Ça veut dire qu'on va cheminer moins longtemps avant d'avoir une réponse. Puis ça, je pense que c'est quand même assez concret. Un autre aspect qui, selon moi, va être majeur, c'est qu'on a plusieurs participants qui sont réfractaires à plusieurs traitements. Et il faut en essayer plusieurs avant de trouver le bon médicament qui va fonctionner. Mais avec la génomique, on commence à avoir des indications qu'on pourrait, avec un participant, dire « Regarde, tel médicament, ça ne vaut pas la peine qu'on l'essaye. Ça ne fonctionnera pas. On va commencer tout de suite avec la 3e ligne de traitement. On va commencer tout de suite avec ce médicament-là parce qu'on sait que c'est lui qui a le plus de chances d'avoir des impacts positifs. Donc ça, c'est quelque chose que je pense dans les 10 prochaines années va changer beaucoup. Puis, pour le moment, bien, une épilepsie, on a une prise en charge qui se fait de manière individuelle. C'est rare qu'on va te demander, as-tu d'autres personnes dans ta famille? As-tu une histoire familiale? Et pourtant, c'est majeur comme information. Et nous, au Saguenay, on est en train de changer ça. On est en train de regarder comment, quand un participant rentre dans un hôpital, on pourrait prendre en compte sa structure familiale pour peut-être même commencer des mesures préventives chez les gens plus jeunes qui sont à risque, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, tu aies un meilleur suivi. Ou le jour où tu as un participant de la même famille, de dire « Hey, on ne cherchera pas de midi à 14 heures, on va commencer à voir ce qui a déjà été fait dans d'autres membres de ta famille pour essayer de mieux comprendre cette maladie-là. » Donc, pour moi, c'est pas mal le survol que je voulais faire avec vous. On a encore beaucoup de choses à faire. D'une certaine manière, c'est stimulant parce que on doit se lancer dans ces défis de compréhension-là afin de conceptualiser les maladies comme l'épilepsie.
Pour nous, l'avenue des familles, c'est une clé. C'est quelque chose qui regroupe beaucoup de projets qu'on a dans le laboratoire. Je pense qu'avec les nouveaux axes qui sont lancés par le gouvernement québécois, c'est une approche qui va être de plus en plus populaire dans les prochaines années. Alors, là-dessus, je termine comme j'ai commencé en remerciant les gens qui ont fait le travail. Puis, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un peu de questions, si on passe aux autres présentations. Je vous laisse gérer ça. Alors, moi et Simon, on ne s'était pas parlé avant, ce qui est drôle, parce qu'il y a des choses qui se rejoignent. Alors, moi, je vais vous demander de passer le film dans votre tête de ce que vous allez entendre. Alors, chacun va avoir son propre scénario ajusté à ses besoins puis à son imagination. Alors, lorsque j'ai pensé qu'une conférence bien ancrée dans la réalité, une sorte de témoignage, aiderait à comprendre pourquoi nous devions tous nous aider à avoir une association forte au Québec afin de bien informer, de briser les préjugés, de permettre aux personnes épileptiques de vivre leur vie dans le respect, de contribuer à l'apport social au maximum au lieu de les faire vivre dans la crainte, eux, leur famille et souvent tous leurs proches. Pourrions-nous évaluer en argent tout ce que cela nous coûte de ne pas être informés? À vous de vérifier. Mais l'un des plus vieux problèmes au monde qu'on cite dans la Bible après la paralysie, celui qui brise des vies, autant que les abus de toutes sortes dont on parle aujourd'hui, est l'un de ceux dont on parle le moins et qui est mal connu. Car la science avance et nous savons maintenant que ces personnes ne sont pas saisies par un esprit mauvais, par le diable, qu'elles peuvent très bien fonctionner quand la médication réussit à contrôler les crises. Cela dans 70% des cas. Donc, soyons bien informés et cela enlèvera beaucoup d'autres effets négatifs qui créent du mauvais stress pour eux et leur famille. Pour les 30% qui résistent à la médication, il y a la chirurgie qui vient aider dans 20% de ceux-ci. Il reste un 10% que, malheureusement, la science n'est pas encore arrivée à soulager. Donc, il y a 8000 Québécois qui se sentent encore prisonniers de ce mal intermittent qui peut mettre dans des situations dangereuses pour eux et les autres. On va plonger dans ma réalité, ce qui expliquera le pourquoi je crois si important que le monde associatif soit reconnu et supporté pour aider à aider, pour qu'on ait des lieux de partage et de soutien quand le diagnostic frappe la famille de plein fouet. J'irai parfois dans les petits détails, car c'est souvent dans les petits détails que le mal s'infiltre silencieusement et en profondeur. Pour ma part, l'épilepsie, ça ne me faisait pas peur comme telle. Ce que j'en savais, c'est ce que j'avais vu plus jeune, comme bien des gens qui pensent qu'on sait tout. En 4e année, Violaine avait fait une crise dans les rangs à l'école à côté de moi. Je m'en suis occupée jusqu'à temps que la direction vienne les chercher. Après, on jouait dans la rue. Vous autres, les plus jeunes, on jouait du drapeau, on jouait du ballon chasseur. Et on avait un ami qui, lui, faisait des crises aussi, Yvon. Alors lui, sa mère nous avait averti, son frère, quoi faire. On savait tout quoi faire. Alors, s'il faisait une bonne crise, par exemple, on devait appeler sa mère qui venait le chercher. Donc, il n'y avait pas de dramatique. Mais, quand ma deuxième fille est venue au monde, un peu en retard, la peau desséchée, confirmant le retard et le manque d'eau, je n'aurais jamais pensé que mon enfant pourrait souffrir d'épilepsie. Après 2 jours, sa peau était belle. Les infirmières disaient que c'était le plus beau bébé de la pouponnière. Et je pense que c'était vrai. Elle était très belle et en forme, mais elle ne pouvait pas. Les infirmières étaient incapables de lui faire avaler plus d'une demi-once de lait par boire. Mais ce petit bébé, il ne mange pas plus qu'une cuillerée à table de lait à la fois. Elle s'endort et n'est pas intéressée par sa bouteille, et son sommeil semblait tellement profond, puis ça durait 1 heure, bien solide. Là. Après, elle se réveille et elle pleure. Impossible de la consoler.
Alors, je me dis qu'elle a faim. Et je commence avec une autre bouteille. Mais seulement quelques minutes. Et ça semble très fatigant pour elle de manger. Elle se rendort après avoir tété quelques gouttes de lait. Et la nuit passe ainsi. Ça fait des longues nuits. Je dis à ma mère, « Au diable, les recettes de l'hôpital, de la faire boire à temps régulier, moi, je lui en donne quand elle en demande. » Alors, le jour, c'était plus facile parce que tout le monde dans la maisonnée faisait son bout, tu sais, c'est une affaire de famille, hein? On ne savait pas de quoi elle souffrait. Plus tard, ma mère m'a dit qu'elle était certaine que ce bébé ne vivrait pas. Elle a fini par prendre du poids, la petite. Donc, on revient à cette île. Mais un jour, elle fait de la fièvre et fait des convulsions assez fortes. On dirait qu'elle va mourir vite à l'hôpital. On me donne un médicament et si elle fait de la fièvre, on le lui donne. Car c'est pas grave, ça arrive. OK. Mais de plus en plus souvent, elle convulse et de plus en plus longtemps. Et le pédiatre finit par me dire, « Brigitte, si cela arrive encore et si ça dure le moindrement, viens vite à l'urgence, puis fais-moi demander. » C'est arrivé. Hospitalisation, observation. Nous voyons bien que le cas préoccupe toute l'équipe de soignants qui cherchent à comprendre. Le bébé est dans un lit à l'hôpital, attaché avec des sérums pour être alimenté, médicamenté et bien des prises de sang. Elle n'a pas 2 ans, c'est pénible à voir, en tout cas pour une maman, le papa et les autres. Je demande au pédiatre, que pensez-vous qu'elle peut avoir, même si vous n'êtes pas certain? Il me regarde dans les yeux. Il prend un temps de recul et me dit, on ne peut pas vraiment donner un diagnostic, mais moi, je mettrais ma main au feu que cet enfant souffre d'épilepsie. Alors, je lui dis, OK. Comment on fait pour vérifier? Il me dit, ici, je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas assez de données à part mon observation, mes connaissances personnelles. Ce que je pense, et pour que je demande aux autorités qu'on l'envoie ailleurs, je vais faire rire de moi, parce que ça me prend plus de tests, plus de faits. Être trop jeune, on ne donne même pas ce diagnostic avant l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Quel test il faut? Et où ils peuvent se faire? Vous me voyez venir, là? Moi, j'avais mon voyage, hein? Et j'ai dit, moi, j'ai pas peur de faire de moi, puis peut-être que je peux y aller à mes frais. Alors, je trouverai bien le moyen. Il me dit qu'il faut avoir une électroencéphalographie et qu'un pédiatre, même un neurologue, aura besoin de lui faire passer un électroencéphalogramme. Il y en a un à Chicoutimi et à Québec. Moi, je suis à cette île. Pour moi, Chicoutimi est plus facile. Notre famille est là. C'est une affaire de famille, hein? Alors, là, on met nos contacts au travail, puis un pédiatre qui accepte de nous voir, de vérifier ce que peut avoir ce bébé. Il a de bonnes descriptions et je me suis assurée que le dossier suive. La petite n'est pas en activité épileptique quand elle passe son électroencéphalogramme. Donc, il ne peut rien voir et rien dire. Il faut une activité épileptique pour que ce soit enregistré l'anomalie qui leur permet de confirmer. Mais il me dit, bien, on va essayer de la garder plus longtemps, une autre fois à l'hôpital, pour faire d'autres électros et des observations. Alors, on revient, puis il y a une investigation plus longue. Pas d'activité épileptique lors des électros. Mais il y a une infirmière qui observe que la petite, en marche dans le corridor, la voyez, sa petite jaquette, là? Elle a des arrêts qui font penser à des absences, puis un petit rictus au coin des lèvres. Juste ça. Mais l'infirmière le note dans le dossier. Et c'est assez pour que le médecin essaie un traitement par médication, car lui aussi croit qu'elle souffre d'épilepsie. Je vais vous épargner tous les temps passés en hospitalisation pour vérifier et ajuster la médication. Tout ce qui fait que l'on s'aperçoit que même bien des soignants sont mal informés. Elle entrait souvent à l'hôpital. Et un jour, on a entendu une infirmière qui ne nous voyait pas dire « Ah, cette petite a rien. Le médecin se fait avoir. Elle a des crises d'enfants gâtés. Épilepsie, mon œil. » Et l'enfant a eu sa sortie dès que le pédiatre a changé. Tu sais, dans les services à l'hôpital, la minute qu'il y en a un autre qui est arrivé, José a eu son billet de sortie.
Mais notre pédiatre n'a pas lâché. Il a demandé qu'elle soit vue par un neuropédiatre de Québec, le docteur Pierre Langevin. Et là, on a commencé à apprendre que le diagnostic n'est pas nécessairement la fin des problèmes. C'est long à avoir, mais ce n'est pas la fin des problèmes. Que de visites, de prise de sang, de séjour à Québec. Puis c'est un travail à plein temps pour une maman. Observation des comportements qui changent selon les médicaments essayés. Décision de faire prendre ou non des médicaments, car c'est des médicaments en essai, puis il y a des effets secondaires qui peuvent être très graves. Et j'en suis arrivée à me dire, entre deux risques, on va prendre le moindre. On y fait prendre les médicaments, puis on observe, puis on note. Alors, vers l'âge de 8 ans, sa maman est devenue fatiguée parce que lorsqu'on dit que c'est une affaire de famille, imaginez notre vie. Parfois, le papa se demandait si je disais les bonnes choses au médecin. Il ne pouvait pas croire ni s'imaginer que ces derniers n'arrivaient à rien. C'était impensable. Et de qui était-ce la faute? Ça mijotait. Et sa pauvre sœur, qui a 2 ans de plus âgée, vous pouvez imaginer le poids qu'elle portait dans notre petit quartier? Elle voyait sa petite sœur dans la cour d'école être parfois la risée des autres. Celle qui demandait de l'encadrement, de la protection. Mais malgré tout, on a été chanceux. J'avais informé bien du monde. Puis il y en a, pas tout le monde, mais il y en a qui étaient très aidants. Puis dans les jeunes, j'avais 2 ou 3 amis qui savaient comment en prendre soin. Mais c'était pas facile. Mais ils aimaient ça venir à la maison, je les gâtais un petit peu. Ça aidait. Mais elle voulait apprendre à aller à la bicyclette. Elle voulait faire comme les autres. Alors, elle a appris dans la cour. Mais pour la rue, il fallait que je sois à ses côtés. Je vous raconte. Elle est toute petite. Un jour, elle m'accompagne, moi, du côté de la rue, elle, du côté de l'accotement, de la bordure. Mais j'ai un léger moment de distraction, de fraction de seconde. Puis en même temps, elle a eu une absence, puis elle se dirige rapidement vers le centre de la rue où une auto arrivait. Ah! Mon cri était si fort qu'aucun son n'a été entendu. Et quand le chauffeur est sorti de l'auto, lui, il était en colère, puis il se demandait qu'est-ce qui se passe. Il a freiné juste à temps. Alors, ça, c'était vraiment la vie au quotidien, quand le contrôle de l'épilepsie n'est pas là. Le trouble, il est intermittent. Pour vous dire qu'est-ce que ça peut faire, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient ça, acheter un beau char, mais qui a un petit trouble électrique intermittent? Il y a une personne qui fait de l'épilepsie et qui ne s'est pas contrôlée, elle a un petit trouble qui est intermittent. Alors, le cas de Josée était lourd, mais elle n'était pas handicapée. Le soutien du système était rare. Je devais former mes gardiennes. Puis, j'avais des bonnes mamans qui venaient garder chez moi. Donc, eux autres, ils ont appris. J'en revenais pas que personne ne comprenne, à part le pédiatre, ce que je vivais, ce que cela demandait à toute la famille. J'ai participé à bien des associations, des rencontres, et on a réussi, avec l'aide du directeur général de l'hôpital, notre pédiatre, à obtenir un peu de support de l'OPHQ pour tous les voyages et tout ce que ça occasionnait. C'était lourd. Et elle voit tout ce que sa situation demande. Elle est intelligente. Là. Les personnes épileptiques ne sont pas tous étiquetés déficients. Malheureusement, il y en a qui sont pas déficients. Alors, elle voit tout ce qu'elle demande, ce que ça fait faire, et elle vit ses propres douleurs. Car après une crise, là, le corps a vécu un marathon sans y être préparé. Ces gens-là souffrent énormément. Vers l'âge de 12-13 ans, elle me dit qu'elle ne veut plus vivre. Moi, je veux mourir. OK? Puis tu ne pourras pas m'en empêcher. Oh! Elle dit, il n'y a aucun médicament qui m'aide, et puis, plus je n'essaye, plus que j'ai de problèmes. La vie, là, ça ne vaut pas la peine d'être vécue comme ça. Pas de place pour moi dans ce monde. Moi, je veux mourir. Et moi, de lui répondre, OK. Tu en es là présentement, mais si tu meurs, il faut que ça serve à quelque chose. Tu sais, des fois, pour que la science avance, il faut parfois des cobayes. Si tu es prête à mourir, bien, veux-tu prendre le risque d'aider à la recherche? Moi, je serai avec toi, je vais t'accompagner si c'est possible. J'en parle à ton pédiatre. Elle dit, bien sûr,
car j'en peux plus. Comme moi, son pédiatre constate qu'on est au bout des ressources connues en région et il me dit qu'il a un collègue qui est chirurgien, neurologue, et qui participe à des recherches avec McGill à l'hôpital neurologique de Montréal. Il l'appelle pour jaser du cas et peu de temps après, il me revient avec la possibilité d'une longue investigation. Je devais être proche, donc à Montréal, sur place, puis toujours disponible. Le grand neurologue Fred Enderman, pour ceux qui font de la recherche, là, les étudiants, vous avez sûrement vu son nom, puis sa femme s'occupe de génétique, Madame Enderman Eva. Et il va la prendre comme patiente, puis le docteur André Olivier, l'ami de mon pédiatre, qui est chirurgien en neurologie, il va suivre l'évolution, puis il va se charger de l'admission. On était chanceux, hein? Est-ce qu'on pourrait vivre ça aujourd'hui? Je ne suis pas certaine. Comme marche notre système, je ne suis pas sûre. Et moi, de dire à mon pédiatre, si on arrive à du positif, il y aura une association sur la Côte-Nord. Plus personne ne vivra cela seul, ce cheminement pas vivable. S'il veut comprendre, être compris, puis avoir du soutien. J'étais un petit peu folle, je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Dans le cas de ma fille, bien, j'avoue avoir sacrifié la possibilité d'une permanence en enseignement. Au moins un bon contrat, mais je jouais à la loterie pour plus que de l'argent dans mon cas. Donc, avec une bonne valise, je pars avec ma fille en auto pour Montréal, où j'étais jamais allée comme conductrice. On avait passé à travers Montréal. On était allé visiter des gens, mais jamais j'avais conduit à Montréal. Puis l'hôpital me dit que ça pouvait durer 15 jours à 2 mois. On est demeuré là 2 mois et demi la première fois. Ça touchait toute la famille, le budget et le stress non partagé. Ma fille la plus âgée est au cégep à Québec. Mon conjoint travaille, puis ses vacances sont plus fin automne et hiver. Il faut se loger. Pour 15 jours, j'ai une amie religieuse qui peut me recevoir dans sa communauté, mais après, je vous avoue que j'étais prête à toutes les solutions. Et de 8h30, 9h le matin jusqu'à 21h le soir, des fois plus tard, bien, j'étais à l'hôpital. Surtout avec du personnel anglophone. Quand je suis arrivée avec Josée, il n'y a personne qui parlait français à l'arrivée et à l'accueil. Elle me regarde, parce que moi, il fallait que je parte, là. Ah, j'ai dit, je vais revenir avec un dictionnaire. Alors, je suis partie. Puis, je suis revenue avec un petit dictionnaire. Je lui ai donné. J'ai fait venir la répondante des infirmières au bureau. Puis, je lui ai dit, la petite va te montrer les mots. Puis, toi, tu vas faire pareil avec le petit dictionnaire. C'est comme ça qu'on a commencé. Je ne sais pas si Josée est bonne en anglais maintenant, mais on s'arrangeait comme ça. Alors, on revient chez nous un peu déçus parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient des pistes, mais il faut plus pour une chirurgie. Alors, dès qu'il y a une place possible pour investiguer et une chirurgie, bien, l'hôpital va nous appeler, mais il va falloir être prêt. Au moins, Josée avait une raison de vivre. Elle a vu les autres, elle en a vu d'autres. C'est beaucoup et ça aide. Puis, elle a de l'espoir et est confiante. En octobre 85, on a un appel de l'hôpital et on y va. Cette fois, je peux loger au manoir McDonald. Octobre, novembre et décembre. Josée est hospitalisée et l'investigation est en profondeur. Test, plongeons dans les souvenirs, notre histoire, son histoire, sa vie de bébé à ce moment-là. Puis, ils finissent par opter pour une chirurgie pour aider. Le docteur Olivier dit à Josée les pourcentages de succès, mais aussi de risques. Elle a maintenant 14 ans et je n'ai rien à dire. 35% de risque pour une paralysie et bien d'autres problèmes. Ils allaient au radar avec les tests qu'il y avait eu puis ce qu'on avait dit. Et moi, je suis craintive, hein? Je ne voulais pas me ramasser avec un légume, comme on dit, puis qu'il souffrirait. Mais elle regarde le docteur et lui dit fermement, hey, regarde-moi, toi, là, j'ai appris, puis je comprends ça, les pourcentages, je ne suis pas folle. Mais toi, tu vas m'opérer et tout ira bien pour le mieux. L'opération aura lieu le 23 décembre 1985. Pas besoin de vous dire que l'épilepsie, c'est vraiment une affaire de famille, hein? Ma plus vieille, qui est aux études à Québec, en pleine adolescence, 16 ans. Une chance que la famille est là. Il y avait ma sœur, qui était un bon havre pour elle, une complice positive.
Mais en décembre, elle revient à cette île. Quel accueil est là? Maman est à Montréal. Mais pour morale, on va être ensemble. La grande famille, c'est si important. Ma belle-sœur qui reste à Québec, elle m'envoie des porte-avions. Tous les petits supports étaient importants. Toutes les petites gouttes d'amour qui nous disent « on est avec toi », ça aidait. Alors, j'essaie de passer cette étape le plus positivement possible. On prépare un petit réveillon pour le 24 dans la cuisine du manoir avec une autre famille qui vit aussi une phase difficile. Mais nous, le 23, après 14 heures d'attente, on peut voir Josée. Elle a la tête enveloppée et le visage très enflé, mais elle me dit « Maman, regarde mes pieds. » Puis elle fait bouger ses orteils. C'était sa façon de me dire « Ah, 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 tu vois, aucune paralysie. » Dans l'attente, nous étions allés acheter des petites choses pour souligner Noël avec notre maigre budget, mais plein d'espoir. Toute la famille élargie nous a soutenus selon leurs possibilités. Même mon beau-père est arrivé de Chicoutimi le 26 décembre pour voir la petite, qui en a profité pour le bateau crib. Et elle avait du moral. Puis le 10 janvier, Josée et moi, on est retournés à la maison. Cela a bien été jusqu'au moment où la médication a été réduite. Les crises ont reprise. Consultation. Vous devinez le climat pour elle et la famille? J'étais alors en relation avec la Ligue d'épilepsie du Québec car je posais les premiers jalons pour la fondation de l'association régionale qui desservirait la Côte-Nord. Un rendez-vous à Montréal est cédulé et une autre chirurgie pourrait être nécessaire. Cette première chirurgie était exploratoire, si on peut dire. C'était un essai. Et on a prélevé très peu de tissu de la cicatrice trouvée. Donc, enlever un peu plus aidera sûrement. Et Josée accepte. Ouf! Moi, j'avais des bémols beaucoup. Donc, une seconde chirurgie est cédulée le 13 mai 1992. 1 mois et demi d'hospitalisation. Et cette fois, les résultats sont de longue durée face à l'épilepsie. Cela ne veut pas dire que Josée n'a pas de séquelles, mais en dosant bien la baisse de médicaments maintenant, elle ne prend plus de médicaments et n'a plus de crise. Par contre, je peux vous dire que les séquelles dues à la prise de bien des neuroleptiques en essai, donc si on peut réduire tout ça avec vos recherches en génétique, même si c'est dans une décennie, lâchez pas. Moi, je peux vous dire que le foie, les reins, les autres organes, les glandes, tout son corps a des séquelles. Mais vous allez être ici dans la salle, ça fait que vous allez pouvoir voir que c'est quand même pas si tant pire. Mais elle a été un des nombreux cas qui ont fait avancer la science. Elle avait sa raison de vivre et la Côte-Nord a eu son association qui a aidé beaucoup de monde. Et nous, moi et ma fille, sommes restés fidèles à l'Association québécoise de l'épilepsie, l'ancienne Ligue d'épilepsie du Québec. Voilà, le plus difficile est lorsqu'on apprend le diagnostic et le temps que ça prend pour l'avoir. Si nous avons les bonnes informations, si nous sentons que quelqu'un nous comprend, on peut accepter et cheminer. Car ce qui fait le plus de mal ne se voit pas. Voilà pourquoi nous devons rester en synergie, socialement unis pour aider à aider, afin d'éviter que la non-compréhension, les préjugés fassent des brisures qui détruisent le dedans de l'humain, l'empêchent de jouer son rôle social au lieu de l'aider à se réaliser pleinement, se sentant compris et accepté et non vu comme un poids social, qui n'est pas le pire, car cela ne se voit pas, et c'est intermittent. Nous, on a le pouvoir aujourd'hui de changer les choses. Et sur ce point, je vous fais un partage. Depuis février et mars 2023, j'ai eu 3 cas où le suicide semblait la seule porte pour arrêter la souffrance des personnes épileptiques. Une personne du 3e âge, une fillette très brillante de 11 ans et une jeune adulte de 19 ans qui, malheureusement, s'est enlevé la vie. Oui, nous avons du pouvoir, le pouvoir de devenir membre gratuitement de l'Association québécoise, de s'informer, de transmettre l'information.
d'être en lien avec l'association quand, dans notre milieu, une famille est touchée. Peut-être que la jeune fille de 19 ans, c'est un cas qui m'a été rapporté. Si elle avait eu la chance que quelqu'un lui allume de l'espoir, lui montre quelqu'un qui a traversé la même étape et qui a fini par avoir une vie quand même pas si pire, hein, José? Il y a des bons bouts, hein? Alors, il est là le vrai problème, le silence, les préjugés, et dire qu'il y en a qui croient encore qu'ils sont possédés. Très dernièrement, il y a quelqu'un qui s'est fait dire ça. La science avance, mais qui s'informe de cela? Pourtant, personne n'est à l'abri de 0 à 99 ans. On peut recevoir ce diagnostic, peu importe notre milieu de vie. Et le plus cocasse avec les travaux que vous faites avec Simon, c'est que j'ai lu dernièrement dans un historique qu'une association de personnes épileptiques de Boston, qui avait presque 50 ans d'existence, en 1959, sortait une recherche pour savoir si cette tare, T-A-R-E, était héréditaire. 1959. Alors, l'épilepsie, c'est vraiment une affaire de famille, de milieu, de société. Merci de devenir membre pour aider à aider. Puis le 26, on porte du lavande, car c'est la journée lavande pour l'épilepsie. Chaque petite lumière éclaire. La QE, elle, continuera de faire tout ce qu'elle peut pour offrir des services d'écoute, de soutien, de recherche, afin d'aider à répondre aux besoins des personnes vivant avec l'épilepsie dans tout le Québec. Les petits en garderie, à l'école, au travail, à la retraite, à l'ouette. Le Québec doit être la grande famille de tous les Québécois et Québécoises. Et ensemble, quand chacun pourra jouer son rôle, nous serons une famille forte qui avance. Ensemble pour le mieux-être de toutes les personnes vivant avec l'épilepsie. Je m'informe, la recherche est là, je deviens membre gratuitement. Et là, j'en profite pour dire merci à l'Université du Québec à Chicoutimi, à Simon Girard, à Martin Larose, d'être de la famille en action et à vous tous.